Merci. De quoi souffre Angela Merkel après des images de la chancelière tremblotante aux côtés du président ukrainien le 18 juin dernier. La scène s'est répétée jeudi. Visiblement malade, Angela Merkel ne laisse pourtant rien filtrer sur son état de santé. Le 24e sommet du G20 a débuté vendredi à Osaka au Japon, une réunion internationale marquée par le conflit économique sino-américain. Et une fois de plus, c'est le président des États-Unis qui attire toute l'attention. Après avoir remporté 12 mairies en 2014, le Rassemblement national espère réaliser un gros coup lors des élections municipales de 2020. Dans le viseur du RN, la mairie centrale de Marseille. Madame, Monsieur, bonsoir. La chancelière allemande vacille. Jeudi, lors du discours du président fédéral Frank-Walter Steinmeier, Angela Merkel a eu une crise de tremblement violent, la deuxième fois en 10 jours. Nicht größer werden zu lassen. Sie haben immer wieder betont, dass wir Verständnis. À peine 10 jours après sa rencontre avec le président ukrainien et un premier épisode de violents tremblements, Angela Merkel est apparue hier jeudi aux côtés du président fédéral allemand. Le moins que l'on puisse dire est que son état de santé ne semble pas s'être amélioré. En effet, pour la deuxième fois, la chancelière a visiblement été prise d'une violente crise de tremblement difficile à réfréner. Si le premier épisode avait donné lieu à une mise en cause d'un coup de fatigue décuplé par la chaleur, la réception d'hier était à l'intérieur, dans une salle climatisée. L'explication d'Angela Merkel, qui affirmait s'être sentie mieux après 3 verres d'eau le 18 juin, ne suffit plus. De quoi susciter toutes les interrogations dans la presse allemande. Maladie de Parkinson, sclérose en plaques, tumeur cérébrale, si les spéculations sur une maladie neurodégénérative vont bon train, c'est avant tout une réaction face à l'omerta fréquemment de mise pour la santé des dirigeants politiques. En effet, des déclarations sur une maladie grave pourraient fragiliser la stabilité du pays. Pour autant, les Allemands se souviennent de l'hospitalisation d'Helmut Kohl pour une opération du genou qui s'était transformée en simple petit rhume. Une excuse utilisée aussi pour la pneumonie de l'ancien président allemand Konrad Adenauer ou les évanouissements à répétition de l'ancien chancelier Helmut Schmidt. Le quotidien Die Welt réclame en tout cas des explications sur les récentes faiblesses de Merkel. Le célèbre journal n'hésite d'ailleurs pas à poser la question de la légitimité d'une chancelière amoindrie par des soucis de santé. Pour les journalistes, si la chancelière semble incapable de diriger le pays, la question de qui le gouverne en coulisses s'impose. Le quotidien va d'ailleurs jusqu'à évoquer une possible démission d'Angela Merkel avant la fin de son mandat dans 2 ans. Une interrogation qui remettrait de fait en cause sa possible présidence du Conseil européen qui avait été suggérée par certains. Pour l'heure, le programme de la chancelière n'a pas changé d'un iota. Elle s'est envolée comme prévu pour le G20 au Japon, une rencontre où elle sera sans doute scrutée de très près par toutes les télévisions mondiales. Et justement pour le G20, Donald Trump sera au centre de toutes les attentions. Le sommet international a débuté ce vendredi et devrait être marqué par les tensions commerciales qui secouent la planète, notamment le duel sino-américain. Un sommet du G20 sur l'île d'Honshu à Osaka au Japon, une première dans l'histoire pour cette 24e édition de conférence diplomatique regroupant 19 pays et les États membres de l'Union européenne. Un sommet qui intervient en pleine guerre commerciale mondiale avec notamment un duel sino-américain qui focalise toute l'attention. Les grands de ce monde se sont prêtés à la traditionnelle photo d'ouverture vendredi avec un Donald Trump bien entouré et placé entre le Saoudien Mohammed Ben Salman et le président turc Recep Tayyip Erdogan. En se rendant sur l'estrade, le pensionnaire de la Maison-Blanche est arrivé légèrement après ses homologues accompagné du président Vladimir Poutine. Une manière de se faire remarquer, même si l'homme fort de Washington n'en a finalement pas vraiment besoin, tant il semble être le centre de gravité de l'événement. Ainsi, Donald Trump a annoncé la couleur dès avant le sommet, s'en prenant ouvertement aux pays hôtes, le Japon, à l'Allemagne, à l'Inde et à son rival chinois, vis-à-vis de qui il menace d'imposer des droits de douane punitifs. De quoi mettre tout le monde en jambes avant les discussions et les tête-à-tête prévus ces 28 et 29 juin. Les tensions économiques sino-américaines devraient d'ailleurs occuper une place centrale, tant le niveau de turbulence entre la superpuissance et l'empire du milieu atteigne des niveaux inquiétants. Tendance lourde depuis une décennie, la Chine se verrait bien contester la suprématie américaine en matière économique et technologique.
Xi Jinping et Donald Trump se rencontreront d'ailleurs samedi pour un entretien portant sur le conflit qui les oppose. Dans son style provocateur, le président américain a déjà lancé les hostilités en apportant son soutien à Hong Kong, région administrative spéciale de la Chine, et que Pékin entend faire passer totalement sous son giron. La crainte de nombreux chefs d'État est d'ailleurs de voir le conflit commercial sino-américain laisser de côté toutes les autres questions, comme par exemple les accords sur le nucléaire iranien ou les accords de Paris, deux textes dont Donald Trump ne veut pas entendre parler. La France, fondue dans l'ensemble bruxellois, peinera à tirer son épingle du jeu, et même si Emmanuel Macron s'est fendu de déclarations de volonté, difficile de voir le chef d'État en marche avancer ses pions. Ce dernier a affirmé ne pas vouloir assister à un G20 inutile et souhaite obtenir des progrès significatifs sur les grands enjeux contemporains. Problème, le président adepte de l'UE est en froid avec son principal partenaire européen, l'Allemagne, avec lequel il s'écharpe sur la composition de la nouvelle Commission européenne. On retrouve ici toute la difficulté de vouloir peser dans un rendez-vous international et en même temps d'admettre de sabrer sa souveraineté. Le président français, acculé au niveau national sur la question de l'écologie, devrait profiter de l'occasion pour faire valoir les accords de la COP21, question sur laquelle il trouvera Washington sur sa route, ainsi que le Brésil du découpeur de forêt Bolsonaro, mais aussi probablement l'Arabie Saoudite et la Turquie, pays sur lesquels la Maison-Blanche semble compter pour mettre à mal les accords climatiques. Objectif 2020 pour le Rassemblement national. À moins d'un an des élections municipales, le parti de Marine Le Pen peaufine sa stratégie afin de conserver ses prises de 2014 et espère réaliser quelques bons coups, notamment à Marseille. Thibaut Bastide. Droit au but, la devise de l'Olympique de Marseille pourrait également être celle du Rassemblement national dans la perspective des élections municipales de 2020. Après avoir remporté 12 municipalités en 2014, le parti de Marine Le Pen espère améliorer la performance. Pour cela, le RN peut s'appuyer sur sa victoire aux élections européennes et sur une base électorale, notamment dans le sud de la France. C'est en effet dans cette zone géographique que le Rassemblement national a remporté l'essentiel de ses mairies. Fréjus, Cogolin, Beaucaire, Le Luc, Le Pontet, mais également la mairie du 7e secteur de Marseille. Cette dernière sera d'ailleurs au centre des intérêts du Rassemblement national l'année prochaine. En effet, il s'agira avant tout de conserver la mairie des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne, comme nous l'explique Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône et ancien maire du 7e secteur de Marseille. C'est là notre premier objectif, c'est de rester à la tête de ces 13e et 14e arrondissements, une partie des quartiers nord. Le secteur le plus vaste de Marseille, le plus peuplé, 156 000 habitants. Il y a plus d'habitants dans ce secteur qu'à Aix-en-Provence. C'est celui qui aussi rassemble le plus de problématiques. L'immigration prend des allures de remplacement, l'insécurité, le trafic de drogue, le chômage, la pauvreté. Mais désormais, nous sommes des sortants. Et nous avons travaillé pendant ces 5-6 années et nous avons pu démontrer que la gestion Rassemblement national, ça fonctionne avec peu de moyens. Une mairie de secteur, en réalité, ça a très peu de pouvoir, un très petit budget, 2 € par habitant, donc 300 000 € de budget d'investissement. Et bien malgré ces difficultés, nous avons démontré que nous étions au service des Marseillais qui aiment Marseille. Et fort de notre bilan et de nos propositions, nous espérons bien sûr nous maintenir à la tête de cette mairie de secteur et par là même en gagner d'autres. En gagner d'autres, Stéphane Ravier ne cache pas les ambitions de son parti. Fort du succès aux européennes, le Rassemblement national se met à rêver des mairies d'autres secteurs, voire de la mairie centrale, occupée depuis de nombreuses années par Jean-Claude Gaudin. Cependant, ce dernier ne se représentera pas en 2020. Ainsi, les cartes sont totalement rebattues et les hostilités ont déjà débuté. En effet, Jean-Claude Gaudin n'exclut pas une alliance entre les Républicains et la République en marche. Un rapprochement qui n'inquiète pas le candidat RN à la mairie de Marseille. Ça ne m'étonne pas, Jean-Claude Gaudin qui brouille les cartes. De toute façon, il ne veut pas qu'un de ses amis de sa famille politique lui succède. Voilà, ça c'est quelque chose qui le hante. Après lui le déluge, alors il veut absolument que ce soit quelqu'un d'autre. Mais le problème c'est qu'il n'y a personne chez LREM pour incarner je dirais Marseille, la deuxième ville de France. S'ils ont quelques voix, ils n'ont pas de leader. Alors à Marseille, la République, les LR n'ont plus de voix, ont quelques leaders mais complètement démonétisés puisqu'il faut quand même porter le bilan de Gaudin qui est quand même assez lourd. Alors voilà, ils sont à la recherche de cette perle rare qui est tellement rare qu'on n'existe pas. Mais ils y tiennent.
car ils sont dans la mendicité électorale. Sauvez-nous, sauvez le système, parce que c'est bien là dont il s'agit, c'est bien de ça dont il s'agit, sauver le système, sauver nos places, sauver nos postes, car des Marseillais et de leur avenir, il n'en est nullement question. Sauf si les Marseillais eux-mêmes saisissent la main que leur tend le Rassemblement national, car nous œuvrons pour les Marseillais, c'est leur avenir, leur quotidien, leur avenir qui nous intéresse. Et c'est avec eux, moi, que je veux nouer une alliance, pas avec les boutiques qui sont à Paris et qui, même pour celles qui sont à Marseille, sont coupées des réalités. Pas de leader à La République En Marche et plus de voix aux Républicains. Stéphane Ravier se voit bien incarner le renouveau de Marseille. Cependant, malgré de très bons résultats lors des européennes, il en faudra plus au Rassemblement national pour tenter de faire exploser le fameux plafond de verre. Pour cela, Stéphane Ravier n'exclut pas de faire des alliances. À Marseille, ce n'est pas une élection municipale, mais 8. Il y a 8 secteurs, donc très différents les uns des autres. Il suffit de gagner 3 secteurs ou 4 pour que le plafond de verre vole en éclats. Voilà. Et nous comptons bien réaliser cette performance. Moi, je tends la main à tous les Marseillais de bonne volonté, y compris aux élus républicains. Alors, je ne parle pas des plus capés, celles et ceux qui, je les vois dans les couloirs de l'hémicycle municipal. Dans l'hémicycle, monsieur Ravier, il devrait y avoir honte de dire ça. Et puis après, dans les couloirs, tu sais, tu as raison. Hein. Emmanuel Macron a déclaré que la France ne pouvait pas réussir si Marseille ne réussissait pas. Mais moi, j'invite tous les Marseillais de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient élus ou pas, à faire réussir la France en faisant réussir Marseille. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Florian Janin. Patrick Stroda et 2 autres proches d'Emmanuel Macron blanchis dans l'affaire Benalla. Le parquet de Paris a décidé de classer sans suite le signalement pour faux témoignage du directeur de cabinet du président de la République, d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et du général Lavergne, ex-patron de la sécurité du chef de l'État. Le procureur indique que leur description des faits a peut-être été incomplète, mais que les éléments ne caractérisent pas une altération de la vérité destinée à tromper la mission d'information. Pourtant, même Bernanos le disait, le scandale n'est pas de dire la vérité, c'est de ne pas la dire tout entière. Joie de courte durée pour les nationaux libéraux. Le MEDEF renonce à inviter Marion Maréchal Le Pen à son université d'été. Le président de ce syndicat patronal, Geoffroy Roux de Bézieux, a fait marche arrière après la polémique qu'a créée cette invitation. Et pour ne pas faire de jaloux, le patron des patrons n'invitera pas non plus d'intervenants de la France Insoumise à ces rencontres des entrepreneurs de France. Le repris de justice, Bernard Tapie, devrait en revanche être présent pour ces agapes patronales qui semblent de plus en plus ressembler à un entre-soi. Se dirige-t-on vers une union des droites en Vaucluse? Le général Bertrand de Chesnay, ancien numéro 2 de l'armée de terre et candidat aux élections municipales à Carpentras, accueille Hervé Lépinault du Rassemblement national sur sa liste. Ce dernier ne brigue donc pas la première place et dit sacrifier sa candidature à l'intérêt commun. Lors d'une conférence de presse, le général en retraite a d'ailleurs demandé au candidat Les Républicains Claude Melchior de rejoindre la joyeuse troupe pour faire tomber la gauche au pouvoir dans la ville. Reste à savoir si ce député suppléant de Julien Aubert acceptera de franchir le pas. En 2014, le Rassemblement national avait perdu le scrutin pour seulement 306 voix. Jean-Luc Mélenchon, cité par le parquet de Bobigny pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. D'autres de ses collaborateurs, comme le responsable de la France Insoumise, Manuel Bompard, ou le député Alexis Corbière, ont aussi été cités pour les faits s'étant déroulés lors de la tentative de perquisition du siège du mouvement à Paris en octobre dernier. Sauf qu'ils n'ont toujours pas reçu l'information officielle ou même une lettre de convocation. LFI dénonce une violation de l'enquête et les méthodes des médias et de l'appareil judiciaire. Jean-Claude Roman est sorti de prison, condamné à perpétuité pour avoir tué son épouse, ses 2 enfants et ses parents. Le faux médecin de l'Organisation mondiale de la santé est sorti de la prison de Saint-Maur, a finalement été libéré après 26 années de détention.
Sa libération conditionnelle avait été accordée le 25 avril par la Cour d'appel de Bourges. Après avoir caché à ses proches son échec en faculté de médecine, Jean-Claude Roman avait menti pendant plus de 15 ans et faisait vivre sa famille en escroquant son entourage. Démasqué, il avait alors tué toute sa famille. Jean-Claude Roman sera placé sous surveillance électronique pendant une période probatoire de 2 ans avant d'être soumis pendant 10 ans à des mesures d'assistance et de contrôle. Une enveloppe de 4,6 milliards d'euros débloquée par le Congrès américain pour répondre à la crise migratoire à la frontière mexicaine. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a dû se résoudre à céder sans obtenir les garanties qu'elle souhaitait. Le texte prévoit le financement pour l'accueil de mineurs et en même temps la protection des frontières. Pris à contre-pied, les démocrates ont voté majoritairement en faveur du texte. Le vote de l'enveloppe intervient quelques jours seulement après qu'une photo montrant un père et sa fille noyés a fait le tour du monde. Et pour compléter l'actualité, une information de dernière minute sur le cas Vincent Lambert. Après le pourvoi en cassation du gouvernement, la Cour a finalement décidé d'annuler la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait suspendu l'arrêt des soins. Patrice Spinozzi, l'avocat de Rachel Lambert, a souligné qu'il n'y aurait plus de recours possible. L'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert devraient donc être arrêtées d'un moment à l'autre au CHU de Reims. Un processus qui avait déjà été initié plusieurs fois, mais qui avait été jusqu'ici toujours stoppé par un recours en justice. Lundi, Viviane Lambert s'exprimera devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle évoquera notamment le refus du gouvernement français de respecter les mesures conservatoires préconisées par le Comité du droit des personnes handicapées de l'ONU. Elle souhaite également dénoncer que la France s'est mise au banc elle-même des nations en matière de protection des droits de l'homme. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, l'affaire du Burkini à Grenoble. Et ce soir, retrouvez Bistro Liberté. On est dans un monde où les idées de la droite hors les murs. D'abord, il n'y a plus de droite dans les murs, puisqu'elle est allée dans le mur. Donc on a aujourd'hui uniquement cette droite hors les murs, qui représente un très vaste courant, en France, mais à l'étranger également. Ça, c'est un premier atout. Parce que pour satisfaire l'envie de lecture de ce public-là, qu'est-ce qu'ils ont les Français? Qu'est-ce qu'ils ont à se mettre sous la dent comme quotidien d'information générale? Quelques rubriques ou quelques pages du Figaro, notamment du Figaro littéraire, quelques chroniques des Échos peut-être, mais peut-être de temps en temps un article de l'Opinion, mais c'est tout. Et puis demain midi, vous retrouverez le Samedi politique avec le patron de Sud Radio, Didier Maisto. Il revient sur la censure du gouvernement et les attaques dont il fait l'objet à cause de sa volonté de préserver la liberté d'expression sur son antenne. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a une restriction des libertés. On criminalise de plus en plus la parole. Vous avez aujourd'hui, j'ai lu hier Cédric O, qui veut faire un conseil de l'ordre des journalistes. Et il dit, si les journalistes ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, c'est l'État qui s'en chargera. Tous les conseils de l'ordre que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu connaître dans ma vie professionnelle, sont la corruption. Tous. Bon. C'est un petit groupe de personnes qui s'organisent, qui fait des voyages, qui est juge et parti, et qui permet aux gens les plus véreux dans les professions en général de se protéger. C'est ça les conseils de l'ordre. Moi, il me semblait que jusqu'à présent, dans une démocratie normale, la presse, les médias étaient un contre-pouvoir. C'est pas à l'État de dire ce que doivent dire les médias, c'est aux médias de contrôler ce que fait l'État. L'État, c'est nous tous. Il me semble que c'est comme ça que ça doit marcher. Et dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à l'Université d'été de Renaissance catholique. Et puis tout de suite, la France de Campagnol, de Christian Combazet et mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Bonsoir.
le retour des beaux jours, avec surtout une sorte de réimplantation dans ce pays de campagnols à temps plein, après un séjour forcé en banlieue parisienne, comme vous le savez, et divers postes à l'étranger qui m'ont tenu éloigné du village et de la région pendant des années, je retrouve en ce moment peu à peu des visages familiers, mais vous allez vous demander pourquoi cette mention avec le retour des beaux jours. Ben justement parce que ces visages dont j'ai envie de vous parler ne sont visibles que quand il fait beau. Ce sont ceux des gens qui gagnent leur vie dans ce pays en faisant faire des randonnées, du kayak, du quad, du parapente. Et ces gens, nous les avons connus ici dans notre jeunesse, qui était aussi la leur. Je parle des années Hulot, ces années où la France de 68 découvrait les joies de l'ULM dans la cordillère des Andes et les avantages de déplacer un avion cargo bourré de matériel pour tourner 1 heure de documentaire en Amazonie. Non, tous les bronzés musclés en tenue indienne, etc., n'ont pas eu les moyens de Nicolas Hulot, je le sais bien, et de TF1 dans les années 90, mais il est quand même indiscutable qu'il y a eu une véritable mode à cette époque et que tous les gens qui gagnaient leur vie dans ce mélange de sport, de mode vestimentaire, de nature, etc., ont subi et pratiqué la mode de l'extrême, puisque leurs clients étaient acheteurs de ce folklore, y compris vestimentaire. Donc, oui, mais voilà, tous ces sports extrêmes, ces mousquetons, ces cordes fluo, ces skis bariolés, ces randonnées lointaines où on se transforme en agent de voyage, ces activités très exigeantes sur le plan physique, et bien tout ça n'a qu'un temps dans la vie. C'est comme pour les sportifs de haut niveau, comme on dit, sans le salaire qui va avec, là. À 40 ans, allez, à 50, on voit l'horizon se rapprocher, et donc quand vous retrouvez les mêmes personnages autour de 60 ans, 65, ben le tableau n'est pas très glorieux. D'abord physiquement, parce que si le fait de marcher vous entretient, celui de courir, de sauter, de grimper, de skier dans les bosses, etc., tout ça vous abîme. Et donc ces gens ont très souvent des articulations en très mauvais état. Donc évidemment, ils ont aussi une activité en berne entre 40 et 50 ans. Ensuite, vous avez hélas les accidents. La légende dorée ne le dit pas, mais parmi les vététistes, parapentistes, grimpeurs de l'impossible, etc., un fort pourcentage quand même a passé jusqu'à 6 mois sur un lit d'hôpital. Et puis sur le plan financier aussi, quand l'heure de la retraite approche, le défaut de cotisation se fait sentir gravement, ce qui oblige les quinquagénaires à des petits boulots parallèles en hiver, dans le genre gardiennage, etc., ou réparation de voiles de bateau, tout ça. Et enfin, il y a aussi le simple plan de la séduction physique, qui faisait partie à l'époque de la panoplie. Eh bien, la barbe de 4 jours est désormais toute blanche, les épaules, même très musclées, sont voûtées, les femmes ne remplissent plus aussi bien leur t-shirt qu'avant, et donc, comme toutes les activités de plein air sont rassemblées chez nous autour de la même ville, le soir, dans les brasseries, vous voyez toutes sortes de rescapés des années où on avait le feu sacré, qui nourrissent quand même un peu d'amertume, ça se voit, à l'égard des rares d'entre eux qui s'en sont bien tirés. Alors vous avez d'une part, parce qu'il y en a, vous avez d'une part ceux qui avaient un autre métier, qui étaient d'anciens étudiants brillants, architectes, etc., qui ont réussi à surmonter le handicap des années Hulot pour devenir chef d'entreprise. Et puis vous avez ceux qui ont fait un beau mariage, et puis vous avez ceux qui cachaient bien leur jeu, mais qui, en dépit de leur côté cool, sympa, avaient des parents riches, et donc à 60 ans, ils vivent de leur patrimoine, ce qui est relativement facile. Et puis vous avez le top, la crème, les expats qui ont quitté ce pays au moment où la vie y est devenue impossible, grosso modo vers l'année 2000, pour aller dans un paradis lointain où ils ont investi et profité de l'absence de règles, d'une imposition par exemple beaucoup plus faible, d'un savoir-faire monnayé auprès d'une clientèle internationale, principalement américaine. D'où la conclusion de cette petite photo de famille instantanée. Ceux qui ont cru au lendemain qui chantent de la France des bronzés sont désormais un peu plus pâles, pour ne pas dire carrément lessivés, comme l'est, hélas, leur pays, notre pays d'ailleurs, et ceux qui restent bronzés et souriants à 60 ans ont fait souvent de bonnes affaires ailleurs que chez nous, et ils disent pour rien au monde je ne reviendrai en France. Merci encore à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, merci aussi à Nicolas Hulot, qui a inspiré la plupart de ces ratés de l'extrême, mais qui lui a réussi. Abonnez-vous, merci.
Il est encore possible de faire reculer la dictature du halal. En voici un exemple. La célèbre association Vigilance Halal, présidée par Alain de Périti, s'est donnée pour objectif de lutter contre la halalisation de la société française. Grâce à une action offensive qu'elle a menée avec un acteur de cinéma, elle a réussi à faire plier la société Sodebo. Ce groupe vendéen bien connu, le fameux géant du sandwich, l'empereur de la salade composée, a déclaré mettre fin à la production de produits halal. Pour en arriver là, il y a eu une intense campagne d'enquête, de lobbying, de menaces de boycott qui ont fini par faire plier les dirigeants. Dans le même genre, la mobilisation des consommateurs contre le hijab de course proposé par l'enseigne sportive Decathlon a eu un bon résultat. Decathlon a fait retirer les produits incriminés des rayons. Revenons à Sodebo. La décision de Sodebo n'est pas forcément fondée sur de grands principes philosophiques de lutte contre l'islamisation de la France. Ne soyons pas trop naïfs, ne nous faisons pas trop d'illusions, car ce sont presque toujours les raisonnements économiques qui prévalent dans ce genre de situation. Cela dit, Sodebo l'a fait et c'est tout à son honneur. Du coup, la polémique fait rage sur la toile. Des musulmans soupçonnent Sodebo d'avoir fait du halal qui n'en était pas. Des consommateurs reprochent à Sodebo d'avoir vendu du halal sans le dire. C'est à y perdre son son latin. De tout cela, il y a de quoi se réjouir tout de même. La dictature du halal n'est pas définitive et il est toujours possible de faire marche arrière. Il importe donc de ne pas sombrer dans le défaitisme. Essayer d'empêcher le déferlement du tout halal n'est pas forcément un combat perdu d'avance. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.